Une partie du NPA voudrait faire croire que notre exclusion serait liée à la proposition de précandidature pour la présidentielle de 2022. La réalité, c'est que ça remonte à plusieurs mois en arrière, quasiment un an maintenant, l'été dernier, où il y a eu des volontés scissionnistes. Peut-être que les gens se rappellent même de cet article dans Le Monde où la majorité, l'ex-majorité du NPA, la majorité historique du NPA comme on l'appelle, avait même parlé de scission ouverte en fait dans le NPA, d'essayer de le faire exploser. Et cette volonté scissionniste, elle vient de plusieurs raisons, notamment la principale, c'est que cette ex-majorité, elle avait envie d'essayer d'être majoritaire parce qu'elle voyait que des tendances comme la nôtre, comme Révolution Permanente, ont fait une avancée assez importante dans la dernière phase de lutte de classe. Il faut savoir que le dernier congrès du NPA, il était en 2018 et entre 2018 et aujourd'hui, c'est passé énormément de choses, notamment la réforme du ferroviaire, la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes dans lequel on est intervenu notamment depuis ce qu'on a appelé le pôle Saint-Lazare entre ces cheminots et les militants des quartiers populaires représentés par le comité Adama. Et puis s'en est suivi les grandes mobilisations autour de la réforme des retraites et notamment cette coordination RATP-SNCF qui a joué un rôle important. Et cette ex-majorité du NPA, elle n'avait pas envie que ces avancées-là puissent se noter, elles puissent se comptabiliser dans un congrès. Donc il y a eu une manière de maquiller, une manière d'essayer d'arranger bureaucratiquement le congrès qui devait avoir lieu déjà il y a un an du NPA et qui aujourd'hui n'a toujours pas eu lieu. Et à l'époque, il y a un an en arrière, au moment où il y avait ces envies scissionnistes, cette ex-majorité parlait d'un recul de comptabilité du nombre de cotisations. En fait, il fallait avoir cotisé quasiment un an, c'est-à-dire que des camarades comme mon ami et frérot Adrien Cornet n'auraient pas pu participer au congrès du NPA, des camarades comme également Christian Porta, Yacine Jiwa et d'autres qui ont rejoint le NPA et Révolution Permanente dans la dernière séquence de lutte de classe n'auraient pas pu participer très clairement à la démocratie ouvrière au sein d'un parti qui se dit anticapitaliste et révolutionnaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exclusion, c'est l'exclusion de quasiment 300 camarades. C'est 300 militantes et militants en fait du mouvement ouvrier, mais pas que, mais également de la jeunesse. Des militants qui, je pense à certains qui sont réprimés et qui ont été réprimés dans leur entreprise. Je pense à ma camarade Rosen Kevel qui actuellement est en train de batailler face à la direction de Auchan. Je pense à un autre camarade, Éric Bezou, qui a payé par le licenciement en fait son engagement syndical et politique à la SNCF après quasiment 30 ans de service. On a des militants comme ça chez Révolution Permanente qui aujourd'hui sont exclus, font partie de ces 300 exclus en plus de tous les camarades cheminots, agents de la RATP, raffineurs et autres, professeurs et également des précaires, des chômeurs et autres qui sont militants à Révolution Permanente et qui ont la lutte de classe, l'intervention dans la lutte de classe chevillée au corps, qui ont envie profondément en fait de transformer la société, d'en finir avec l'exploitation et l'oppression de l'ensemble de l'humanité, non pas uniquement qu'en France mais à l'échelle internationale. Toute cette séquence, elle s'est accentuée notamment autour de ce qu'ont été la constitution de ces listes des régionales, notamment en Nouvelle-Aquitaine, avec cette liste qui s'appelle « On est là », représentée par Clémence Guettet de la France Insoumise et une figure aussi importante du NPA qui est Philippe Poutou. Et de l'autre côté, une autre liste Occitanie populaire où pareil, il y a une combinaison entre la France Insoumise et le NPA. Nous, on a un profond désaccord vis-à-vis de ces listes sur plusieurs aspects. La première chose, c'est qu'on considère que l'intervention des révolutionnaires dans le processus électoral, il n'est pas pour espérer briguer des mandats ou espérer qu'on va en fait gérer les affaires publiques d'une institution comme un conseil régional en fait. Le rôle et l'intervention des révolutionnaires, elle est de faire exister la voix des travailleuses et des travailleurs, des exploités et des opprimés. Elle est celle-là, en fait, de la faire entendre dans un processus électoral. Pour notre tendance Révolution Permanente, ce n'est pas possible de soutenir un NPA qui s'acoquinerait, entre guillemets, avec la gauche institutionnelle qui est là pour essayer de présider des régions, qui espère avoir des ministres de l'Intérieur et autres, qui espèrent briguer la présidentielle, comme c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé à l'unité avec la France Insoumise et avec certains partis. On a lutté dans la dernière séquence durant
notamment la réforme des retraites. Et on a certains députés qui viennent soutenir dans ces bagarres, qui viennent nous voir dans des assemblées générales, parfois qui signent des tribunes pour des grèves, parfois qui participent à des caisses de grève. On pense qu'il manque notamment plus de cadres comme ça. Il manque plus de moments dans lesquels on pourrait se retrouver autour de la table pour discuter et essayer de trouver un plan de bataille en fait, mais pas un plan de bataille électoraliste, un plan de bataille dans la lutte de classe en fait. L'avenir maintenant pour nous, c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire lutter, intervenir, être aux côtés en fait de celles et ceux qui luttent au quotidien face à cette bourgeoisie qui nous exploite, qui nous opprime. En fait, on ne va pas s'arrêter là, au contraire, on va même doubler de régime. On était même dans une première séquence où on parlait de pré-candidature parce qu'on se fiait au débat démocratique. Même si ce débat démocratique-là, on nous l'a interdit, mais nous, on voulait la présenter au sein du NPA. Mais cette précandidature, aujourd'hui, très clairement, on va la maintenir et on va la pousser jusqu'au bout, en fait, parce que ce n'est pas la candidature d'Anas Kazib, ce n'est pas ma candidature. On veut que ça soit la candidature de toutes celles et ceux qui se retrouvent, en fait, dans ce projet révolutionnaire, de ce projet progressiste et émancipateur, en fait, dans lequel on veut essayer de porter au maximum la voix des exploités et des opprimés, mais la voix également des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, de violences économiques faites aux femmes qui sont harcelées dans leurs entreprises, mais également de tous ces jeunes des quartiers populaires qui sont harcelés par la police, de toutes ces familles et ces collectifs de familles qui n'arrivent pas à obtenir la justice et la vérité dans tous leurs combats. On veut être la voix de toutes ces personnes-là en fait. Et ce combat-là, il ne peut pas se faire qu'avec nos petits bras et avec nos petites mains. En fait, on va avoir besoin de toutes celles et ceux qui veulent essayer de nous rejoindre et participer en fait à ce projet émancipateur pour une société nouvelle. En fait, nous, on est totalement convaincu que notre avenir, il n'est pas scellé, que notre avenir, ce n'est pas celui d'avoir Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ou bien d'aller tous les 5 ans mettre une enveloppe dans une urne en fait, mais que notre avenir, il est fait de lutte de classe. Notre avenir, il est fait à travers et à la lueur en fait de la lutte de classe, à travers ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, à travers ce qu'a été le mouvement contre la réforme de la loi travail, de la loi El Khomri, ce qu'a été la lutte contre la réforme des retraites. C'est ça notre avenir en fait. La réalité, c'est que les 500 signatures vont être difficiles à obtenir. Pourquoi? Parce qu'on voit à quel point déjà ce processus présidentiel et cette institution, en fait, elle empêche que des candidats puissent exister parce qu'il faut aller chercher 500 signatures, il faut avoir des financements, etc. Mais c'est pas impossible, les amis, les camarades. Je pense notamment à cette phrase qui me vient tout de suite d'un camarade de l'Infrapôle Paris Nord qui est en lutte depuis 5 mois maintenant, qui dit « On vient redonner de l'espoir aux gens qui ont perdu espoir ». Et je pense que cette candidature-là, c'est pas la candidature d'Anas Kazib, oubliez Anas Kazib en fait, c'est la candidature de celles et ceux en fait qui en ont marre de vivre dans cette société en fait, dans la société des Macron, des Le Pen et compagnie en fait, de toutes celles et ceux qui nous expliquent que les problèmes ils viennent de l'immigration ou bien du fait qu'on travaille pas assez. On pense pas en fait que la candidature et une candidature Anas Kazib elle viendrait diviser la gauche ou quoi que ce soit. Déjà la gauche elle est divisée depuis des décennies et des décennies et on pense justement que celles et ceux qui ont témoigné le plus grand écho aujourd'hui à cette précandidature, ce sont notamment des camarades. Moi, je recevais des messages notamment de gens qui disaient « Moi, ça fait 20 ans, j'ai jamais voté, je serais prêt à voter pour toi. » Non pas dans l'illusion de se dire que Anas Kazib pourrait être président et c'est pas notre souhait et on n'a pas d'illusion là-dessus. Mais dans le fait même de se dire que voter pour un candidat qui est un candidat ouvrier qui milite et qui représente notamment cette frange des quartiers populaires issus de l'immigration en fait, eh ben, c'est quelque chose de subversif et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui peuvent se retrouver dans cette candidature. Mais oui, on va devoir batailler et on est prêt à batailler et on va aller les chercher ces signatures-là. Et pour nous, eh ben, les 500 signatures, même si c'est un cap important, il n'est pas indépassable. Et le souhait, c'est de pouvoir les avoir et c'est de pouvoir aller les affronter sur les plateaux télé, dans leur terrain et leur mettre la misère, de leur montrer aux bourgeois qu'on n'a peut-être pas fait des grandes études, mais nous, on vient de la rue, on vient du terrain et le terrain, on le connaît, on est capable de les affronter même sur leurs propres projets, sur leurs propres lois et on est capable de les mettre à l'amende devant tout le monde. Et c'est ça qui est important. Ça a joué énormément en fait les débats durant la réforme des retraites. C'était central de pouvoir montrer que des travailleurs, pas que moi, on était nombreux en fait dans différents syndicats à batailler sur la réforme des retraites, à l'expliquer. Ça jouait un rôle central pour les travailleuses et les travailleurs qui ont vu que des ouvriers, des prolétaires, ils étaient capables d'expliquer mieux la réforme des retraites que des énarques. Et c'est ça en fait qu'on veut essayer de démontrer dans cette présidentielle, qu'un statut et un militant ouvrier en fait, un militant lutte de classe issu des quartiers populaires, il peut aller les affronter, il peut leur faire mal et c'est ce qu'on veut faire.